bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette conférence sur l'éco-conception. On va détailler comment c'est une méthode pour réduire l'impact des produits et créer une offre responsable. Donc moi je suis Juliette Astoul, je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est des sujets, la transition écologique, qu'on porte fortement, notamment parce que ça fait partie des totems de CCI France, et plus localement, on les porte notamment en partenariat avec l'ADEME Pays de la Loire, qui soutient nos différentes actions. Donc moi spécifiquement, je m'occupe d'accompagner les entreprises sur les sujets de l'éco-conception, de la RSE, de l'économie de la fonctionnalité dans la région. On est organisé au niveau régional sur ces thématiques d'action. Et donc, je suis ravie d'être avec vous pour vous partager un petit peu de méthodologie, puis surtout des retours d'expérience concrets, d'accompagnement d'entreprises qui ont un peu pivoté sur ces sujets spécifiquement. J'ai aussi une collègue que vous connaissez peut-être, Pauline Stellin, qui travaille aussi sur ces thématiques. Après ces éléments d'introduction, juste pour mieux vous connaître vous, quelques petites questions. Qui a déjà lancé ou une démarche d'éco-conception ? Aucun, ok, très bien. Qui a déjà vu ou lu un ACV ? Très bien, ok, la moitié. Donc ACV, ceux qui ne connaissent peut-être pas ce terme, et c'est complètement ok, c'est analyse du cycle de vie. Et aujourd'hui, c'est une des méthodes, notamment pour mesurer les impacts des produits, où on va vraiment voir les impacts depuis les matières premières jusqu'à la fin de vie des produits en ayant une approche multicritère. Donc c'est un document qui est de plus en plus demandé pour avoir une métrique sur le sujet des impacts environnementaux. Dernière question, qui a une stratégie RSE ? Ok, 4. Donc c'est on va dire, l'apport d'entrée plus large sur le sujet du développement durable en entreprise, puisque du coup mon intervention va être focus vraiment entreprise et plus particulièrement entreprise industrielle, puisque vous l'avez entendu depuis le début, je parle beaucoup de produits et c'est ça qui va nous intéresser. Donc l'objet de l'intervention et du temps qu'on va avoir ensemble de 15h à 15h45, ça va être de voir en quoi l'éco-conception, c'est une méthode pour réduire l'impact des produits et créer une offre qui soit plus responsable. N'hésitez pas à poser vos questions et puis je garderai un temps notamment à la fin si vous voulez interagir. Donc un temps 1 plutôt de méthodologie, un temps 2 avec des retours d'expérience concrets pour que ce soit pragmatique pour vous, puis après les dispositifs d'accompagnement qu'on a en partenariat notamment avec l'ADEME Pays de la Loire sur ce sujet. Alors pour commencer, entrer dans le sujet un petit peu de l'éco-conception, je voulais vous demander de regarder ces photos de produits. C'est toutes des produits d'entreprises industrielles de la région Pays de la Loire. Et à votre avis, quel est le point commun entre ces différents produits ? On voit des produits domaine ameublement, textile, grande consommation, électronique, machines spéciales, convoyeurs, médailles ou autres, avec des matières très variées, que ce soit du bois, du métal, du plastique, du textile, etc. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Alors, c'est fabriqué en France, tout à fait. Pas tout, mais en partie, en tout cas, c'est vendu, assemblé ou fabriqué, ça dépend des produits. Et autre proposition, ils ont été éco-conçus, en effet. Et en fait, ça ne se voit pas forcément, et c'est ça qui est intéressant. Sur ces produits, en moyenne, on a une réduction selon les produits de 5 à 50% des impacts sur l'environnement. Donc c'est vraiment l'objectif de la méthode et ça s'illustre de façon très très concrète et pragmatique dans les entreprises de pouvoir vraiment chercher à réduire les impacts des produits qui sont leurs produits phares en termes d'activité industrielle. Alors comment ils y sont arrivés ? C'est là où on va commencer à détailler un petit peu la méthodologie. Comment on fait pour réduire les impacts ? Il y a une méthode qui est l'éco-conception. Et est-ce que vous avez déjà entendu ce terme ? Vous n'hésitez pas à voter oui quand même. Mais on ne sait pas toujours bien d'où il vient ou ce qu'il veut dire concrètement. Et en fait, le terme éco-conception vient notamment d'un chiffre clé, que 70 à 80% des impacts d'un produit sur l'environnement se jouent dès qu'il est conçu. C'est quand on définit sa forme, ses matières, son cahier des charges, qu'on va finalement figer 80% de ces impacts. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il est le plus pertinent d'intégrer l'éco-conception pour chercher à réduire au maximum ces impacts. Et c'est le meilleur levier d'action dès la conception. C'est pour ça que éco pour environnement, conception, donc on intègre l'environnement dès la phase de conception d'un produit.
Ça, c'est un premier point qui est important. Et en fait, on ne travaille pas que sur la phase de conception. Forcément, après, il y a la phase de réalisation qui est prise en compte. Et du coup, c'est ce 20 à 30% qui va pouvoir se jouer à ce moment-là. Par exemple, si notre pièce est en plastique, qu'on va chez un injecteur A ou injecteur B, ils ne travailleront pas de la même manière, ils n'auront pas les mêmes taux de chute, les mêmes consommations énergétiques, etc. Et donc, c'est ça qui variera. L'objectif, du coup, de l'éco-conception, ça va être finalement d'intégrer l'environnement pour développer un produit qui va représenter un impact plus faible. On va chercher à réduire les impacts qu'un produit initial. Si l'entreprise avait déjà un produit et du coup elle fait une version numéro 2, on va réduire les impacts, ou qu'un produit standard, une moyenne de marché, si c'est par exemple une start-up qui se lance sur un sujet. Il faut toujours avoir un point de comparaison. Ça, c'est un élément qui est important. Et on va chercher à mesurer les impacts pour avoir une démarche de réduction. Et comment on y arrive ? Du coup, il y a toute une méthodologie qui amène finalement à repenser l'offre de l'entreprise dans sa globalité, les produits et les services, pour y intégrer l'environnement. C'est vraiment ça l'objectif en fait, de l'éco-conception. On va repenser l'offre et intégrer l'environnement, mais de quoi on parle quand on parle d'environnement ? Quels sont les impacts sur l'environnement que vous pouvez connaître, dont vous avez déjà entendu parler ? L'extraction de ressources, oui, tout à fait. On a quoi comme ressources, par exemple ? Les matières premières, les matériaux, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ressources ? Alors, le transport, ce n'est pas tout à fait une ressource en tant que telle, mais c'est une partie qu'on va prendre en compte, en effet. Donc là, on a énergie, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ressources qu'on peut utiliser ? Une dont on a besoin en tant que l'eau, par exemple, pour s'hydrater, etc. Donc on a tout le sujet d'extraction des ressources. Quand on parle d'impact aussi qu'on mesure sur l'environnement, est-ce qu'il y a un autre sujet que vous connaissez ? Alors ça, la fin de vie, c'est le périmètre. Ce n'est pas un impact en tant que tel, c'est une étape, en effet. Les déchets, la gestion des déchets, en effet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme impact, comme catégorie d'impact ? Un qui est très connu, finalement. Voilà, les sujets par rapport au climat. Donc souvent, c'est celui qu'on cite en premier, mais c'est intéressant de voir que vous avez déjà aussi pensé à d'autres aspects. Et donc, un des impacts qui est le plus médiatisé, le plus connu aujourd'hui, c'est les problématiques de dérèglement climatique, avec les émissions de GES, de gaz à effet de serre, qu'on va chercher à modéliser, notamment via un bilan carbone. Et donc, c'est tous les sujets de décarbonation. On connaît les problématiques que ça fait, mais ce n'est pas les seuls sujets qui a adressé en environnement. C'est là où le sujet est un peu plus complexe. Donc il y a aussi l'enjeu d'épuisement des ressources. Qu'est-ce qu'on a comme autre problématique environnementale à adresser ? On évolue dans quel milieu, nous, en tant qu'humains ? Voilà, donc tout ça, ça va être les écosystèmes, la biodiversité. Et donc il y a ce sujet-là aussi qui rentre en compte. Et puis finalement, en fait, on est un des éléments de cet écosystème et donc il y a différentes substances, par exemple les déchets quand ils se retrouvent dans les milieux, qui vont générer des pollutions qui vont atteindre la santé humaine. Donc finalement, quand on parle d'environnement, il faut aussi ajouter les enjeux sur la qualité des écosystèmes avec les sujets d'acidification, d'eutrophisation, par exemple, des eaux. C'est pour la problématique des algues vertes en Bretagne. Il faut parler, par exemple, de substances toxiques qui vont se retrouver pour l'homme, donc avec l'enjeu de santé humaine, et de qualité des ressources, par exemple les consommations d'énergie ou les consommations de ressources rares. Ça, c'est un sujet important, notamment les terres rares ou les métaux. Aujourd'hui, c'est très, très matériel l'impact, notamment du numérique. On pense qu'un des axes d'amélioration de la transition écologique, c'est notamment, par exemple, tout ce qui est électrique, etc. C'est une réduction, mais également, il y a un transfert d'impact. Par exemple, le cobalt, le coltan, etc., viennent de certains pays, notamment en Afrique, où en ce moment, il y a beaucoup de tensions ou de guerres. Par exemple, si on parle du Congo, pour l'accès à ces ressources. Donc, c'est des ressources vraiment très concrètes, où il y a d'autres impacts qu'il y a sur les populations et sociaux aussi à prendre en compte. Donc, en résumé, quand on parle d'impact sur l'environnement, ça va être important d'adresser au moins ces 4 enjeux, et c'est ça qu'on va modéliser en éco-conception. On ne modélise pas que le dérèglement climatique comme un bilan carbone, mais également l'épuisement des ressources, l'atteinte à la santé humaine et les sujets d'érosion de la biodiversité. C'est ce qui fait que c'est une méthode qui est complète pour analyser aussi le sujet de l'environnement. Alors maintenant qu'on sait ce qu'est l'éco-conception, qu'on a posé également ce que ça voulait dire travailler et réduire les impacts sur l'environnement, sur quel périmètre on peut agir quand on est une entreprise industrielle ?
En fait, l'idée, ça va être de prendre au maximum de hauteur sur la chaîne valeur de l'entreprise. Est-ce que certains ont déjà fait le bilan carbone de leur activité? Ouais, je vois des oui. Est-ce que si vous êtes dans une entreprise industrielle, lors du bilan carbone, sur quel scope il y avait le plus d'impact? Est-ce que c'est le scope 1 et 2, donc c'est vraiment le lieu d'activité de l'entreprise avec les véhicules, les consommations d'énergie, ou c'est le scope amont 3, donc par exemple avec les déplacements, les achats de matières premières, ou le scope 3 aval qui va être l'utilisation des produits, les déchets émis? Si vous devez voter à main levée, qui vote pour que le plus d'impact soit scope 1 et 2 ou scope 3? Super, c'est bien ça. Donc c'est majoritairement en fait sur ce scope 3 qu'il faut agir. On le voit, hein, quels que soient les secteurs d'activité, sauf vraiment certaines activités, soit de services, soit certaines activités également d'industrie primaire d'extraction. Donc si on zoome un peu sur certains secteurs d'activité, en effet de l'industrie extractiviste ou par exemple la fabrication de ciment, là le scope 1 va avoir de l'impact parce que le process de fabrication va vraiment avoir beaucoup d'impact. Si on regarde dans l'agroalimentaire, ça va être principalement le scope 3 amont, puisque un produit agroalimentaire, c'est composé d'ingrédients, de matières premières qui viennent du milieu agricole. Et donc, ça va être toute cette phase-là où il y a beaucoup d'impact à travailler. Et à l'inverse, on peut dire comme ça, si on prend l'industrie automobile, où est-ce qu'un véhicule a le plus d'impact? Ça va être lors de sa phase d'usage, avec toutes les émissions qu'il va y avoir. Et donc, c'est sur le scope 3 aval. Et donc, on voit bien que ça va être intéressant d'élargir le périmètre de réflexion quand on va vouloir mesurer ces impacts pour avoir un périmètre le plus complet possible et qui décrit l'ensemble du cycle de vie du produit. Donc, concrètement, quand une entreprise veut intégrer la dimension environnement dans son activité, classiquement, on pense à l'approche site. Voilà, on va gérer nos consommations d'eau, d'énergie, de gestion de déchets sur le lieu de l'entreprise. Donc ça, c'est l'approche site. On pense aussi à l'approche stratégie, par exemple à intégrer une stratégie RSE. Plusieurs d'entre vous ont ces stratégies-là. Et finalement, l'ensemble des impacts, là où il y a le plus d'impact pour une entreprise industrielle, ça va être sur l'offre, les produits et le service qu'elle met sur le marché. Et sur ce périmètre-là, qu'il est vraiment intéressant de travailler et sur lequel on focus quand on est en éco-conception. Alors, travailler l'approche offre des produits, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour avoir la vision la plus globale, il y a une autre notion qui est très importante en éco-conception, c'est le cycle de vie d'un produit. Et donc, certains d'entre vous, tout à l'heure, ont commencé un peu à le lister. Et donc, le cycle de vie d'un produit, ça va être toutes les étapes depuis les matières premières qui vont devoir être extraites, donc pour fabriquer jusqu'à des produits semi-finis, puis ensuite la fabrication jusqu'aux produits terminés, donc avec tous les process de fabrication, le mix énergétique qui va être utilisé, les différents déchets qui vont être générés ou autres. Ensuite, il y a la phase de transport-distribution de notre produit. Donc parfois, la fabrication, quand elle a lieu dans d'autres pays que la France, du coup, on va avoir un transport plus ou moins important, avec différents types de transport. Est-ce que c'est du transport avion? Est-ce que c'est du transport bateau? Est-ce que c'est du transport routier? Est-ce que c'est du transport train? Donc ça, c'est une phase qui peut être travaillée. Ensuite, le produit arrive chez l'usager. Donc, il y a la phase d'usage qui va générer de l'impact. Par exemple, si c'est un produit qui nécessite une alimentation en énergie, si c'est un produit qui nécessite des consommables, qui doit être entretenu, peut-être qu'il doit être réparé. Donc, il y a aussi des impacts qui peuvent être générés sur cette phase-là. Et enfin, on a la fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait du produit quand il n'est plus apte à remplir la fonction pour laquelle il a été conçu? On a différents scénarios. Au mieux, du coup, on espère avoir une valorisation matière pour réintroduire la matière dans un autre produit. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on épargne de l'extraction de nouvelles matières premières. Ou alors, on aura de l'incinération ou de l'enfouissement, ce qui est des scénarios moins intéressants d'un point de vue notamment enjeu matières premières. Donc ce périmètre-là, c'est vraiment le périmètre de réflexion qu'on va avoir quand on travaille en éco-conception pour avoir une vue large en fait, du sujet de l'environnement. Comment ça va se traduire en entreprise? Forcément, ça veut dire qu'on va sortir des murs de l'entreprise et donc travailler en amont avec les différents fournisseurs de l'entreprise pour avoir les caractéristiques environnementales des matières premières, par exemple, et travailler en aval, du coup, avec les différents clients utilisateurs pour comprendre les scénarios d'utilisation des produits, les contextes d'usage, l'usage réel, par exemple la durée réelle d'utilisation du produit, qui n'est pas toujours la même chose que la durée de vie. Elle peut être beaucoup plus courte, par exemple. Et puis, travailler également avec les transporteurs et les opérateurs de tri, de collecte et de valorisation.
Donc pour avoir des interactions avec l'ensemble de ces parties prenantes externes de l'entreprise, il faut qu'en interne, on ait une équipe projet finalement qui traduise ces différents métiers. Donc forcément les achats pour travailler le lien avec les fournisseurs, mais également l'équipe marketing commerciale pour travailler le lien avec les clients, les usagers, et bien sûr les briques technologie, innovation, direction et environnement pour travailler le sujet. Donc c'est vraiment des projets à mener en transverse dans l'entreprise, l'éco-conception, pour qu'ils soient vraiment bien pilotés. C'est toujours intéressant qu'il y ait notamment un référent de la démarche en interne pour suivre le sujet. Mais finalement, peu importe votre fonction dans l'entreprise, vous pouvez initier ou suggérer qu'on fasse de l'éco-conception parce que vous allez être concerné par un bout du sujet. Que ce soit sur les achats en essayant de faire des achats plus responsables, que ce soit sur le marketing en essayant de capter les tendances nouvelles des clients, leur appétence pour le sujet de l'environnement, et si oui, sur quelle partie ça se jugerait. Alors finalement, autre point, à qui ça s'adresse l'éco-conception? Qui peut en faire? Qui est concerné pour faire cette méthodologie? Finalement, toutes les entreprises aujourd'hui, on sait que ça s'applique vraiment dans toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise. On l'a vu avec les produits qui étaient en photo au début. Ça, c'est des entreprises qu'on a accompagnées dans la région. Donc vous voyez des entreprises de 3 personnes, par exemple Goï qui fabrique des cintres, ou des grands groupes ou grandes entreprises françaises comme Sodebo, Thales, Longchamp, Eram, et des entreprises de 30 personnes, MBPAC ou autres. Donc on voit vraiment que quel que soit le secteur d'activité, aujourd'hui, la méthode s'applique et on peut réduire les impacts des produits. Qu'on soit notamment en B2B ou en B2C, également c'est possible. En fait, notamment plus on est en B2B, plus en fait il va y avoir par cascade et ricochet en fait les donneurs d'ordre qui vont demander du coup à leurs fournisseurs de 1, etc., d'avoir des métriques ou des caractéristiques environnementales sur les produits. Et donc c'est comme ça aujourd'hui que beaucoup d'entreprises qui composent le tissu économique, notamment au Pays de la Loire, sont amenées à faire de l'éco-conception. Alors, quelle est la méthode? Comment concrètement on peut mener l'éco-conception? Il y a une étape amont qui est très importante d'identifier le contexte et les enjeux pour l'entreprise, donc notamment en identifiant bien toutes les parties prenantes qui vont être concernées par le sujet. Ensuite, de voir à quoi ça répond dans la stratégie de l'entreprise, en termes de positionnement marché, mais aussi en termes de stratégie RSE. Peut-être si l'entreprise est soumise, par exemple, aux normes ISO 14001, il y a des exigences de prise en compte de la perspective cycle de vie des produits. Et également, le troisième point, c'est l'intention. Quelles sont les valeurs de l'entreprise, sa raison d'être, et comment on inscrit l'éco-conception par rapport à l'ambition finalement que va porter l'entreprise sur ce sujet. Certaines entreprises veulent être pionnières, d'autres suivre les tendances. En fait, chacun va jauger la démarche et les moyens adressés en fonction de finalement son intention d'éco-conception. Ce qui va être commun dans tous les cas, ça va être vraiment de mesurer les impacts. Ça, c'est vraiment le cœur de l'éco-conception. On va utiliser pour cela l'ACV dont on parlait tout à l'heure pour vraiment mesurer les impacts. Et on va mesurer les impacts dans une approche cycle de vie, donc avec toutes les étapes qu'on a évoquées tout à l'heure, depuis les matières premières, la fabrication, transport, usage et fin de vie, et modéliser les différents impacts. Donc les 4 grandes familles d'impacts vont être modélisées aussi en éco-conception. Donc ça, c'est vraiment la spécificité. Pourquoi on prend ce périmètre-là pour mesurer les impacts? C'est aussi pour faire gagner du temps par la suite, pour identifier les points chauds pour l'environnement ou là où il va y avoir les enjeux prioritaires à adresser. Donc cette étape de mesure, c'est vraiment de chercher à connaître où sont réellement les impacts des produits et ensuite de pouvoir agir pour chercher à les diminuer en se concentrant sur les phases où on va avoir le plus de potentiel de réduction ou le plus de leviers facilement actionnables. Et puis enfin, il y a toute la partie également communication qu'on va pouvoir adresser, comment maintenant on valorise la démarche auprès des clients, des consommateurs, avec les bons termes aussi pour parler d'environnement. Et donc je sais qu'il y a d'autres interventions dans le salon sur cette thématique. Ce point de la mesure des impacts est vraiment important parce qu'on est tous un peu biaisés. Notre perception en fait, des impacts sur l'environnement, ce n'est pas toujours la réalité des impacts. Si par exemple, on prend un jean qui fait en moyenne 65 000 km et que je vous demande à votre avis sur quelle phase du cycle de vie il y a le plus d'impact sur l'environnement, est-ce que c'est les matières premières, la fabrication, le transport, l'usage ou la fin de vie? Je laisse chacun imaginer sa réponse.
souvent, on me répond transport ou fin de vie. Or, clairement, ce n'est pas là les enjeux. Les enjeux sont vraiment sur les matières premières, parce que si on prend un jean, notamment où il y a du coton, c'est là où il va y avoir beaucoup d'impact, et sur la phase d'usage, puisque finalement, un jean, par rapport à la durée où il va être porté, il va falloir le laver. Et donc, qui dit... cette phase-là dit impact sur l'électricité qui va être consommée, sur l'eau qui va être consommée, les détergents, etc. Donc en fait, la réalité des impacts, ce n'est pas toujours notre perception qu'on en a, d'où l'importance de vraiment mesurer avec une méthode complète, comme on le fait en éco-conception, notamment via la CV. Alors on va maintenant détailler quelques retours d'expérience d'entreprises qui ont mené de l'éco-conception, pour illustrer en fait concrètement qu'est-ce que ça peut donner dans une entreprise de faire cette éco-conception. Donc, premier exemple qu'on va regarder, c'est une entreprise qui est basée en Loire-Atlantique, qui développe des calculateurs pour mettre dans des postes électriques. Donc, c'est vraiment une entreprise qui est en B2B et qui a fait toute une démarche d'éco-conception. Leur produit était en photo au démarrage. Et on va découvrir la démarche en vidéo. On espère que ça marche bien, parce que tout à l'heure, il y avait un petit sujet son. Donc, SDEL Contrôle Commande est une entreprise du groupe Vinci basée à Nantes et composée de plus de 300 collaborateurs. Nous proposons des solutions d'automatisme et de contrôle commande dans 3 secteurs d'activité, l'énergie, la défense et le transport. Nous accompagnons nos clients sur des projets clés en main grâce à nos expertises diversifiées allant de l'ingénierie et le développement de systèmes de contrôle commande, l'étude, l'industrialisation et la production d'ensembles électriques, que ce soit des coffrets, des armoires ou des shelters, et enfin l'intégration et l'installation et la mise en service de ces solutions sur les sites clients. SDEL Contrôle Commande développe une démarche RSE depuis de nombreuses années et s'inscrit pleinement dans les objectifs de Vinci de maîtrise et de diminution des impacts environnementaux de ses activités. Nous avons pour objectif la réduction de plus de 50% de nos émissions CO2 à horizon 2030, la préservation des ressources et la protection des milieux naturels. Ainsi, nous sommes engagés à fournir des solutions innovantes et durables pour répondre aux besoins actuels et futurs de nos clients. Pour concevoir ces solutions, mais aussi pour accompagner nos clients dans leur démarche RSE, nous avons souhaité nous doter de méthodologies et d'outils permettant de structurer notre démarche d'éco-conception. Nous avons pris connaissance du programme de la CCI d'Angers en partenariat avec la société Think+, visant à accompagner les entreprises dans leur démarche d'éco-conception. Le programme, établi sur 2 ans, alliant formation collective et individualisée, mais aussi la mise en pratique autour de projets concrets, nous a semblé très pertinent par rapport à notre besoin, et c'est pour cela qu'en 2023, nous nous sommes lancés dans la démarche. Nous avons pu réaliser durant ce programme une ACV de notre calculateur historique. Ce calculateur a été développé par SDEL pour numériser les informations dans les postes électriques. Une fois cette première ACV réalisée, nous avons utilisé les résultats pour nous guider dans la conception de notre nouvelle automate. Le travail réalisé sur nos nouveaux calculateurs nous a permis de réduire de 50% les impacts environnementaux, notamment sur les indicateurs critiques tels que l'impact carbone et l'épuisement des ressources minérales et métalliques. Maintenant, nous souhaitons élargir cette démarche à l'ensemble de nos produits et prestations en établissant des lignes directrices d'éco-conception pour notre BE, en rédigeant des fiches d'aide à la conception. Donc, ce qu'on peut voir dans cette démarche, là, c'est un chiffre assez important. Hein. Du coup, ils ont réduit de 50% les impacts en travaillant autant sur la façon dont sont configurés les calculateurs que sur les matières premières. Enfin, vraiment, il y a une réflexion sur différentes stratégies d'éco-conception tout au long du cycle de vie du produit. Et cette démarche-là a été portée par plutôt des interlocuteurs R&D ou BE. Mais forcément, ils ont été en lien aussi avec les interlocuteurs achats et puis également QSE de l'entreprise. Comme le dit Dimitri, en fait, bon, 50% de réduction, c'est une comparaison par rapport à la version d'avant. Donc ça veut dire que notamment, ils n'étaient pas très bons forcément avant et qu'il y a une grande marge de progrès. Mais on voit bien qu'une entreprise qu'on pourrait se dire un peu limitée, puisque du coup les produits sont à la demande de clients, elle est vraiment en B2B avec des cahiers des charges fermés. En fait, elle a trouvé ses leviers pour travailler notamment ses produits et aujourd'hui se différencier. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que là, les produits étaient notamment demandés par les clients même avant la fin du programme. Donc c'était une démarche assez intéressante. Et l'autre élément qui est intéressant à constater également, c'est que
En fait, une fois qu'on a mesuré les impacts d'un premier produit et identifié les stratégies d'éco-conception, en fait, on peut en tirer des lignes directrices, des points qu'on va pouvoir dupliquer à d'autres produits dans l'entreprise. Et donc, c'est tous ces outils à créer aussi pour faire vivre l'éco-conception dans l'entreprise, des checklists de stratégies d'éco-conception, des règles de conception concrètes pour, par exemple, le BE en mécanique, etc., pour pas à chaque fois renouveler la mesure d'impact. Donc, c'est dans ce sens-là où c'est vraiment des boucles d'amélioration continue qu'on peut mener dans les entreprises via l'éco-conception. On va prendre du coup une autre entreprise, donc d'une taille différentes, donc ils sont une quinzaine, entre 10 à 15 collaborateurs. Donc l'entreprise MSE qui est basée vers Cholet et donc pareil qui est en B2B, qui fabrique des centrifugeuses de laboratoire. MSE, c'est une formidable aventure entrepreneuriale qui a commencé en Grande-Bretagne et qui se continue aujourd'hui en France, à Cholet, dans un bassin industriel extrêmement dynamique. Alors, depuis plus de 85 ans, MSE développe, conçoit, fabrique et commercialise des centrifugeuses de laboratoire. Notre ambition est d'optimiser la consommation des ressources naturelles lors de la fabrication de nos centrifugeuses et de réduire de 20% leur consommation en phase d'usage. D'ores et déjà, nous avons amélioré de près de 10% les consommations énergétiques de la CELCEP, donc qui est notre modèle phare qui a plus de 30 ans d'ancienneté. Nous avons réalisé des études documentées avec des mesures précises qui ont permis, en modifiant nos méthodes de montage, d'améliorer les performances de cette machine. L'ACV nous a montré que la phase d'usage était le plus impactant pour le cycle de vie de nos machines. Et sur nos machines, il y a essentiellement deux éléments importants consommateurs, on va dire, le moteur et le compresseur. Donc le moteur, c'est tout ce qui met en rotation les échantillons. Donc l'allègement de la masse en mouvement et le travail sur l'aérodynamisme du système permettrait de faire des gains, donc de limiter la consommation énergétique de nos machines, mais également le pilotage des moteurs avec des courbes d'accélération qui seraient plus optimisées pour limiter la consommation. Et du côté du compresseur, ce serait plus un travail sur le redimensionnement du système du groupe froid. C'est la partie qui permet d'absorber les calories de la machine, qu'on essaye de retravailler donc avec des circuits différents, un nouvel arrangement qui permettrait de consommer moins et tout du moins de conserver mieux le froid dans la machine. Nous travaillons à offrir des machines avec des niveaux de réparabilité plus élevés, donc avec une conception modulaire qui permet d'assurer une maintenance long terme des machines. Et d'autre part, nous assurons la collecte des machines en fin de vie. C'est quelque chose que nous souhaitons déployer et mettre en place afin de pouvoir offrir à nos clients des produits de seconde main avec des programmes d'entretien long terme qui permettent d'utiliser durablement nos machines. En parallèle, nous étudions et nous développons de nouveaux modèles d'affaires tels que la location et le marché de la seconde main. Donc nous allons proposer une gamme complète de centrifugeuses haute performance d'ici la fin de la décennie en accentuant la robustesse des centrifugeuses et leur réparabilité. Dans cette vidéo, du coup, pareil, c'est une entreprise qui est en B2B. Et donc, ce qui est intéressant, là, les phases où il y avait le plus d'impact à travailler, cette fois-ci, c'était la phase d'usage. Et donc, on a vu des actions très pragmatiques qu'ils ont pu mener, notamment sur le moteur, sur le compresseur. Et par ricochet, en fait, il y a eu des réflexions qui ont été ouvertes sur la récupération des produits en fin de vie, avec le reconditionnement. Donc ça, c'est un axe stratégique. Et du coup, par ricochet également le modèle d'affaires avec la possibilité peut-être de mettre en location certains produits et donc d'ouvrir des réflexions vers l'économie de la fonctionnalité et coopération, qui est un autre axe qu'on peut développer aussi pour s'engager dans la transition écologique. Là, le sujet était toujours porté au niveau R&D, mais également par le directeur de l'entreprise. Donc on voit bien les différents ricochets de ces démarches-là. On ouvre le sujet en mesurant les impacts, en faisant un ACV, et puis du coup par
ricochet, on va étudier des choses sur le modèle d'affaires de l'entreprise. Donc c'est vraiment un sujet stratégique qui est vraiment lié à la performance globale de l'entreprise. C'est pour ça que petit à petit, en fait, on considère qu'en éco-conception, on va aller vers la création d'une offre responsable. Et notamment, il y a 2 nouvelles démarches qui se développent. C'est qu'une fois qu'on a fait des ACV sur un produit, en fait, aujourd'hui, on parle d'ACV organisationnel. Ça veut dire comment on va rattacher les ACV des différentes familles de produits de l'entreprise pour avoir l'ACV globale de l'organisation. Donc ça, c'est un axe qui se développe, qui est vraiment intéressant. Et une autre approche qui se développe également, c'est l'ACV social. Là, j'ai beaucoup parlé d'impacts environnementaux, mais également, quand on parlait des ressources au début, un peu d'impacts sociaux. Et donc aujourd'hui, on peut faire de la même façon qu'on fait des ACV sur les impacts environnementaux des produits ou des services, on peut faire des ACV sociaux sur les impacts sociaux des produits. Donc en prenant en compte des impacts comme les travailleurs, la problématique du travail des enfants, le bien-être. Il y a toute une série d'impacts sociaux qu'on peut modéliser et c'est vraiment important aussi à prendre en compte, à croiser dans certains secteurs d'activité. On pense tout de suite au textile, mais on pense aussi à la cosmétique, à l'agroalimentaire. Il y a de nombreuses choses à travailler. Donc ça amène vraiment à petit transformer en fait l'offre des entreprises et des industries vers une offre plus responsable et ça fait le lien donc avec le sujet du début qui est la stratégie RSE puisque du coup quand on développe une stratégie RSE en entreprise, on va s'intéresser à croiser ces 3 piliers, préservation de l'environnement, enjeux sociétaux et performance économique. Et c'est vraiment en fait une démarche qui doit être volontariste mais qui doit aller aussi plus loin que juste les réglementations sur ce sujet global de la transition écologique et pas que, en croisant vraiment sociaux et environnementaux. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, souvent au niveau stratégie RSE, on va faire un premier panel d'actions qui va être peut-être sur différents piliers liés à l'environnement, par exemple liés aux choix qui vont être faits sur le lieu, par exemple par rapport à la pause café, par rapport à la gestion des déchets, mais également des sujets en lien avec les fournisseurs, etc. Et en fait, l'éco-conception, ça va vraiment donner du concret, très pragmatique sur la démarche, notamment sur le volet environnemental, loyauté des pratiques avec les fournisseurs, et puis parfois ancrage territorial, vraiment en travaillant en fait l'offre de l'entreprise. Une stratégie RSE aboutie va considérer ce périmètre-là aussi, va vraiment travailler l'offre des produits, voir son modèle d'affaires, et là on fait le lien aussi, également avec le sujet de gouvernance. Donc on voit que les deux sont vraiment intimement liés et on a besoin d'une stratégie RSE pour piloter dans le temps l'éco-conception et inversement, la RSE va avoir besoin d'approches très concrètes sur les produits de l'entreprise, sur son modèle d'affaires qui peuvent être ouverts via l'éco-conception ou l'économie de la fonctionnalité. Alors finalement, pourquoi y aller sur ces sujets ? On a vu comment on fait et c'est toujours intéressant de se poser la question finalement du pourquoi, du sens qu'on y met. Y a une question que je trouve intéressante à se poser, c'est est-ce que vous avez déjà reçu des demandes de clients concernant l'environnement ? Et aujourd'hui, je vois rarement des entreprises qui me disent non. Donc souvent, il y a des demandes qui arrivent à des services assez variés dans l'entreprise, d'ailleurs, sur ce sujet-là. Et la question derrière, c'est quelle est la fréquence de ces demandes et est-ce que vous êtes à l'aise d'y répondre ? Et est-ce que ça ne met pas en jeu aussi la pérennité de l'entreprise parfois quand on est sur des marchés ou des donneurs d'ordre où peut-être on va être déréférencé en tant que fournisseur si par exemple on ne peut plus mesurer l'impact du produit. Et la deuxième question à se poser un peu, c'est comment on peut projeter l'activité de l'entreprise en 2030 dans un monde bas carbone, avec moins de ressources, etc., voire 2050. Et donc, c'est vraiment un enjeu aussi stratégique aujourd'hui de pérennisation des activités, d'aller vers ces sujets d'éco-conception, pour vraiment travailler là où il y a le plus d'impact, à savoir les produits de l'entreprise. Puisque finalement, aujourd'hui, on peut le voir aussi dans une approche risque, ce sujet de l'environnement, c'est-à-dire que les entreprises vont être exposées à de multiples risques, que ce soit au niveau des collaborateurs, les problématiques de recrutement et de fidélisation, avec des évolutions des attentes clients dans le temps, que ce soit aussi forcément les impacts du dérèglement climatique sur l'entreprise en tant que telle, avec les événements de catastrophes naturelles, canicules, pénurie d'eau, forcément modulation aussi des heures de travail, enfin tout le sujet aussi de l'adaptation de l'entreprise face au dérèglement climatique. Le sujet des matières premières qu'on évoquait en termes d'environnement, avec tous les conflits géopolitiques qu'on peut lire aussi de cette façon-là, avec l'augmentation des prix, de l'énergie, du coût des matières premières. On a une réglementation qui se renforce en France avec par exemple la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire en 2020
Mais également au niveau de l'Europe, il y a plusieurs directives, que ce soit le SPR, la directive Green Claims, qui mettent en place vraiment des obligations sur certaines familles de produits. On a également les filières REP en France, où il va y avoir de l'éco-conception qui va être demandée aux entreprises, notamment avec des obligations de plans de prévention et d'éco-conception, les PPE. En fait, on a différentes mesures réglementaires. Et un autre risque, de plus en plus, ça va être tout le financement des entreprises qui est soumis à des engagements verts. Que ce soit de la part des banques, mais également aujourd'hui on sait qu'il va y avoir des cotations financières, notamment par exemple des organismes tels que la Banque de France, sur des cotations des entreprises, sur la pertinence de leur stratégie carbone par exemple. Donc on voit que c'est un sujet important, et l'idée c'est de ne pas voir cela comme des risques, mais plutôt des opportunités pour se positionner aussi à long terme sur ces sujets. Et finalement, à l'inverse, il y a différents bénéfices à l'éco-conception dans les entreprises. J'en ai cité déjà beaucoup, mais pour résumer, on donne du concret à la démarche de RSE avec des actions très opérationnelles sur les produits. Toutes les entreprises qu'on a pu accompagner, cela a permis en interne de vraiment fédérer en fait les équipes en transverse autour d'un projet qui était porteur de sens pour elles, donc quelque part de réaligner en fait leurs valeurs personnelles avec du coup les valeurs de l'entreprise. Ça c'est quelque chose qui est très important et qui est souvent constaté. On augmente l'attractivité pour embaucher dans certains secteurs où c'est assez compliqué. Si l'entreprise questionne ses impacts, son modèle, et cherche à réduire l'impact de ses impacts sur l'environnement. Ça va créer des conditions propices à l'innovation, ça va stimuler du coup ce qu'on appelle l'éco-innovation aussi, et mieux connaître, mieux caractériser son produit. On se réapproprie les produits de l'entreprise qui parfois étaient moins connus, puisque forcément une partie est produite dans tel autre pays, etc. Et donc là, ça amène à avoir vraiment une meilleure connaissance des produits. Ça change les relations également avec d'autres parties prenantes comme les fournisseurs, notamment, on ne va plus parler uniquement prix, qualité, délai, qui est le triptyque classique, mais là on va parler aussi environnement. Quelles caractéristiques environnementales on peut avoir sur telle matière première, etc. Et comme je le disais, du coup ça répond aux nouvelles attentes des banques sur l'environnement. Donc plein de raisons finalement d'y aller. Et donc si vous êtes intéressés, nous on a différents programmes en lien avec l'ADEME au niveau des CCI, donc sur l'éco-conception, avec différents programmes, donc certains programmes qui ont un reste à charge nul pour l'entreprise, et également sur la RSE. Si je détaille par exemple sur l'éco-conception, on a le dispositif Eval Éco-conception. Si vous avez envie un peu d'ouvrir le sujet, aujourd'hui vous ne savez pas ce que c'est concrètement, qu'est-ce que ça pourrait donner pour l'activité de l'entreprise, on a ce dispositif avec une demi-journée sur site pour vraiment venir identifier et travailler avec vous les pressions, mais aussi les opportunités à y aller, et quels sont déjà vos niveaux d'action sur différents sujets qui vont être propices à mener une démarche d'éco-conception. Et également, on a un programme phare qui est Éco-produire. Donc, les vidéos sont issues de ce programme-là, les retours d'expérience, où là, vraiment, sur 15 mois, on va amener l'entreprise à faire une boucle complète d'éco-conception en la formant à l'ACV, en l'aidant à faire tout un programme d'action complet, et également en travaillant la communication environnementale. Donc c'est un programme qui est vraiment complet sur 15 mois avec plus de 15 jours d'accompagnement, avec un reste à charge très faible puisqu'il est fortement soutenu par l'ADEME. On a la chance encore d'avoir des aides de l'ADEME sur ces sujets-là. Et donc on va mettre à disposition de l'entreprise notamment un outil pour faire de l'ACV, ce qu'on a évoqué qui était assez important en termes de mesure des impacts. Et donc on a plus de 42 entreprises de différentes tailles et différents secteurs qui ont fait ce programme-là dans la région. Donc vous en connaissez sans doute, et ça veut dire que vraiment c'est accessible à toutes les entreprises, peu importe du coup le secteur d'activité et leur effectif. Enfin, on a différents rendez-vous si vous souhaitez vous acculturer à ce sujet-là. La semaine prochaine à Angers, jeudi prochain, le 3 avril, il y a le printemps des entreprises sur les sujets de transition écologique, numérique et ressources humaines. Donc c'est à l'ESCA, n'hésitez pas à vous inscrire. Et également sur l'éco-conception spécifiquement, il y aura une journée le 1er juillet à Angers avec vraiment de nombreux retours d'expérience d'entreprise sur cette thématique-là, et puis un webinaire sur la communication environnementale au mois de septembre. Côté CCI, du coup, on est toute une équipe dans la région à pouvoir intervenir, donc quel que soit votre département, on peut vous accompagner. Et si vous êtes en dehors de la région Pays de la Loire, on peut vous mettre en relation avec nos contacts dans les autres
dans les autres CCI. J'ai fait le tour de ce que j'avais prévu de vous transférer comme information et je voulais vous poser une question pour terminer, de vous demander voilà, qu'est-ce que vous retenez et qu'est-ce que vous avez appris ou découvert. Et si certains veulent le partager à tous, n'hésitez pas. Ou s'il y a d'autres questions concrètes, je peux aussi y répondre. Oui ? Est-ce que vous avez déjà accompagné des entreprises de services sur la mise en place d'éco-conception? Parce que c'est vrai que pour les produits, on a un peu plus la facilité, on va dire, de voir où est-ce qu'on met l'éco-conception, mais pour les services, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, voilà, je voulais savoir si vous avez déjà accompagné des entreprises. Alors oui, c'est possible de faire de l'éco-conception sur les services. Souvent, dans mes slides, il y avait produits ou services. Donc on fait des ACV pareil. Le cycle de vie, on le décrit un peu différemment, mais on a un cycle de vie aussi qui existe en service. Il y a deux éléments que je trouve importants à avoir sur ce sujet-là. C'est que par rapport aux services, en fait, souvent derrière un service, il y a des produits qui sont utilisés. Donc c'est important aussi d'avoir fait des ACV de produits. Et du coup, un service parfois, c'est la somme de plusieurs produits qui vont être mis en lien. Donc là, on retombe sur une approche plutôt produit. Et après, c'est aussi d'ouvrir ça avec d'autres approches qui existent en environnement, par exemple le design de service. Et du coup, il y a du green design de service ou éco-design de service. Donc oui, il y a des approches qui existent, mais notamment tout ce qui est économie de la fonctionnalité, je trouve que ça s'apprête bien aussi sur les modèles de service. Mais on peut le faire avec l'éco-conception. Nous, on avait travaillé par exemple avec Restoria, que vous connaissez peut-être dans la région, qui fait de la restauration collective. Donc c'est vraiment une entreprise qui fait du service, qui a fait toute une démarche complète d'éco-conception. Ouais. J'en profite tant que j'ai le micro. Oui. J'avais une deuxième question sur les ACV sociales. Pareil, est-ce que vous avez eu l'occasion d'en mettre en place ou d'essayer d'en mettre en place en tout cas? Ou est-ce que c'est vraiment encore en développement? Alors ça existe de façon très concrète. Nous, la CCI, on ne fait pas les ACV sociaux. Même globalement, en fait, on travaille avec différents partenaires. Dans la région, on a pas mal de bureaux d'études, notamment certains qui sont très experts sur ce sujet. Je vais par exemple citer EVA, mais il y en a d'autres qui ont vraiment fait déjà des ACV sociaux sur certains secteurs d'activité. C'est le début, clairement. Mais c'est vraiment intéressant et très très pertinent. Donc on est formé à ces approches-là. Donc nous on peut questionner, ouvrir et puis après renvoyer sur les acteurs de l'écosystème qui font ce genre d'ACV. Mais je trouvais intéressant de le citer parce que c'est un peu les nouveaux développements en cours. L'ACV organisationnel, de faire le lien produit avec toute l'organisation, puis l'ACV social. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En tout cas, je reste à disposition là s'il y a quelques questions. La CCI a également un stand par là-bas. Et en tout cas, merci de votre attention. Et puis, bon salon et bonne suite de journée.